Eh bien, bonjour tout le monde. Avant de commencer l'épisode, j'en profite pour faire quelques petits messages et je vais commencer par remercier les Patreons, Véronique, Dominique et Claudine. Merci bien. J'aimerais pouvoir mettre plus de matériel exclusif Patreon. Bientôt, d'ailleurs, il va y avoir le Dragon Rouge, ma nouvelle édition avec quelques ajouts. Dont quelques annotations, des traductions de textes en latin et des nouvelles illustrations. Bref, j'aimerais en mettre plus, mais avec le travail à temps plein et les enfants, des fois c'est difficile de s'asseoir et de créer du contenu de qualité. Sinon, vous avez été très nombreux à écouter l'épisode hors série avec Ghislain Tachereau. C'était un bien beau projet de mon côté. Ça m'a sorti de ma zone de confort un peu. Et puis, ça a été quand même un gros travail de montage à faire. Ça l'a donné un épisode vraiment intéressant et je remercie encore Ghislain de bien avoir voulu participer. Entre-temps, le 18 octobre sortait son nouveau livre La physique de l'amour et je vous conseille d'aller vous garrocher en librairie pour l'acheter. Sur un autre ordre d'idée, vous avez sûrement remarqué que le son est légèrement meilleur. C'est parce que j'ai acheté un nouveau micro pour enregistrer les nouveaux épisodes. Par contre, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez peut-être remarquer une petite variation de qualité. C'est un peu un épisode maudit, à mon avis. Ça fait plus d'un mois et demi que je travaille dessus et entre-temps, mon téléphone est mort et c'est justement sur mon téléphone que j'enregistrais les épisodes. J'ai eu toutes les misères du monde à récupérer mon épisode dans l'appareil, puis après, c'était mon micro qui fonctionnait plus. Mais bon, au final, tout se termine bien, puis en plus, le fait que ça a été plus long, ça m'a permis d'approfondir mes recherches sur l'épisode. Donc avec tout ça, je pense pas que ça va être possible de sortir un épisode tous les lundis comme j'ai fait avec la saison 1. Mais aussitôt que les épisodes vont être prêts, je vais les mettre sur Internet. Fait que merci d'être là et bon épisode. Bonjour et bienvenue à une nouvelle saison des Berceuses occultes. C'est bientôt le temps des fêtes et quoi de mieux que de parler un peu du diable pour se mettre dans l'ambiance. Dans cette saison festive, on va se pencher sur plusieurs ouvrages assez intéressants. Certains pour leur contenu, d'autres pour l'histoire qui les entoure. Oui, parce que souvent, forcément, c'est pas l'ouvrage lui-même qui est passionnant, mais bien tout ce qui l'entoure, le contexte, l'époque, bref. On va s'intéresser particulièrement à des livres qui ont amené leur auteur sur le bûcher ou encore en prison pour finir leur jour pathétiquement. On parle entre autres ici d'écrivains et écrivaines libre-penseurs comme Marguerite Porrette et son ouvrage Le miroir des âmes simples anéantis. Bref, on va pas s'ennuyer des sujets chauds, 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 je dirais même brûlants. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un manuscrit particulièrement mystérieux et j'ai nommé La très sainte Trinosophie. C'est un curieux manuscrit ésotérique aux illustrations allégoriques pour le moins énigmatiques, qui date du 18e siècle. Entamer sa lecture, c'est un gouffre. C'est pas tant que l'ouvrage est long qu'on se prend au jeu d'essayer de comprendre toutes les allégories et les mystères du livre, qui au fond sont pas vraiment déchiffrables. Du moins, pas pour le commun des mortels, dont je fais partie. Bon, c'est un peu vague, mais selon certaines sources, il s'agirait de l'œuvre du comte de Saint-Germain, un personnage historique quand même singulier. Voltaire disait de lui qu'il savait absolument tout. C'est pas rien. Outre ses connaissances en sciences et en alchimie, il était reconnu par ses contemporains comme un homme très cultivé, un habile musicien et un pas pire peintre. Paraît-il que quand on avait besoin de repeindre une pièce, c'est toujours lui qui faisait les moulures. Il dépassait jamais, même pas besoin de masking tape. D'ailleurs, Madame de Pompadour disait qu'il était très habile de son pinceau. En tout cas. Plus sérieusement, c'était un bon ami du roi Louis XV, rien de moins. C'est un personnage qui a gravité autour de la royauté, ainsi que plusieurs figures majeures de l'histoire, justement comme Voltaire, Madame de Pompadour et Casanova. Et ça, c'est sans compter qu'il était un habitué de la fraternité de la Rose-Croix. Il avait sa carte optimum. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec le comte, c'est qu'il avait la réputation d'être immortel. Mais bon, il avait aussi la réputation d'être un escroc, un menteur, bref, un bullshiteux.
Par contre, il faut lui donner, il n'a jamais prétendu être immortel, mais il l'a jamais nié. Sa réputation s'est construite d'elle-même. Dans les soirées mondaines où il était probablement pique-assiette, c'était un beau parleur qui faisait tourner tous les regards. En même temps, c'est compréhensible, hein? Un beau monsieur poudré, légèrement efféminé, avec une forte odeur de sueur cachée sous une tonne de parfum. De quoi charmer la haute bourgeoisie. Mais ce qui entretenait le fait qu'il était immortel, c'était sûrement son utilisation habile du conditionnel dans ses discussions. C'était sa façon de faire penser qu'il avait rencontré des figures majeures du passé sans s'incriminer. Du genre, vous savez, j'aurais bien averti ce bon Louis X de ne pas boire le vin qu'on lui offrait sans au préalable l'avoir fait goûter. Mais vous savez comment il était, hein? Il n'aurait rien voulu savoir. Il était têtu comme un mulet, le con. Bref, ça donne une idée de son génie. Je pourrais encore m'étendre sur le sujet du conte pendant bien longtemps. Mais je ne vais pas le faire pour deux bonnes raisons. Premièrement, parce que ça a été déjà largement traité. Entre autres, à l'émission Franck Ferrand raconte, qui est disponible en podcast, il y a un épisode justement sur le conte de Saint-Germain et c'est, comme d'habitude, merveilleusement présenté. Et ici, au Québec, le podcast Dossier Bizarre s'est penché sur le sujet également. Et deuxièmement, c'est que je compte m'intéresser plus au livre qu'à l'auteur. Qui plus est, il y a un doute légitime sur l'attribution du conte comme auteur de l'ouvrage. Parce que oui, certaines personnes pensent plutôt que le manuscrit serait l'œuvre du comte Gagliostro. Un petit doute qui m'habite aussi. La raison est plutôt simple d'ailleurs. C'est que sur la première page du manuscrit, il y a une note écrite au crayon. Ce manuscrit unique est celui que possédait le fameux Gagliostro et qui a été trouvé à Rome par Masséna chez le grand inquisiteur. Pour vous mettre un peu en contexte, Gagliostro, ou plutôt Giuseppe Balsamo, c'était un aventurier sicilien qui est décédé de sa belle mort, soit d'une crise d'apoplexie dans une prison pontificale où il avait été emmuré. Pas particulièrement cool, mais comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Hein? Gagliostro était connu comme étant un escroc, un faussaire, voire même peut-être un espion. En quelques mots, lui et le comte de Saint-Germain ont quand même plusieurs points en commun, dont un certain intérêt pour l'alchimie. Mais pourquoi on pense que Gagliostro serait l'auteur et pas le comte de Saint-Germain? Eh bien, parce que l'auteur du manuscrit, dans son introduction, explique qu'il rédige ces lignes d'un cachot de l'Inquisition, heureux de pouvoir transmettre son savoir à un certain Philochal, à qui le livre est dédié. À l'avis de l'auteur, il n'y a pas de doute, il va finir ses jours enfermé. Il avertit d'ailleurs son élève des dangers du pouvoir incroyable qu'il va lui transmettre, parce que c'est les abus et l'indiscrétion qui l'ont mené là où il est aujourd'hui. Il exhorte donc son ami à poursuivre ses traces. C'est une situation fâcheuse qui ressemble beaucoup plus à celle de Gagliostro, qui a fini justement ses jours dans une prison pontificale. Le comte de Saint-Germain, de son côté, n'est pas allé en prison, du moins pas très longtemps. Et même si on ignore la date de sa naissance, on sait toutefois la date de sa mort, 1784. Et ça, à l'âge vénérable de 93 ans. Il s'est étouffé avec un Joe Louis. C'est une belle façon de partir. Bref, on dit que le manuscrit aurait été perquisitionné par l'Inquisition sur la personne de Gagliostro en 1789 à Rome avant son incarcération. C'est bien possible. Il aurait aussi pu être écrit pendant son incarcération et confisqué par un membre de l'Inquisition ou encore, pourquoi pas, arraché de ses doigts morts sur sa carcasse. Mais là encore, c'est tout plein de suppositions. Des suppositions qui laissent penser que ce qui est écrit dans le livre est vrai. Mais dans les faits, l'auteur n'était probablement pas en prison quand il a écrit cet ouvrage-là. Est-ce qu'il s'est inspiré justement de l'histoire de Gagliostro? C'est possible. Petit avis personnel, il s'agit quand même d'un très bel ouvrage, avec une calligraphie assez soignée, des enluminures bien réalisées, des lettrages ornés minutieux. Je ne connais pas exactement les conditions des prisons pontificales, mais il paraît que son expérience d'incarcération n'a pas été particulièrement chill. Donc je pense pas qu'un ouvrage aussi soigné a pu être conçu dans un cachot humide et dégueulasse. Peut-être qu'il a été écrit avant. Ça faisait déjà un petit moment qu'il était en fuite, donc peut-être qu'il avait une petite idée de qu'est-ce que l'avenir lui attendait. Il est aussi possible que ce soit le comte de Saint-Germain qui lui ait remis le manuscrit. Selon certaines sources, les deux hommes se seraient déjà croisés dans le passé. Mais dans le fond, le livre aurait pu être écrit par n'importe qui. Donc, pour l'instant, je ne vais pas plus m'intéresser à l'auteur présumé.
parce qu'il y en aurait long à dire sur le comte de Saint-Germain, et que le but de l'épisode, c'est plus de se pencher sur l'ouvrage et non sur l'auteur, comme je l'ai dit plus tôt. Bref, donc, rien de bien clair sur les détails entourant l'origine de sa création. Par contre, par la suite, l'épais brouillard de mystère se dissipe un peu. Ce qu'on sait, c'est que dans les alentours de 1790, l'Inquisition possédait le livre à Rome. Le 11 février 1798, sous les ordres du général Louis-Alexandre Berthier, les troupes françaises envahissent les États pontificaux et s'emparent de Rome. Après un petit bout, Berthier y est un petit peu tanné de son assignation et laisse sa place à André de Masséna, un militaire renommé et respecté et futur maréchal d'Empire. Un bon gars, mais bon, il a un petit peu la morale discutable. Il est cupide que le Christ. Puis son petit péché mignon, c'est le pillage. En dehors de sa vie militaire respectable, c'était un tout croche. Ça serait donc pendant le pillage qui a suivi sa nomination que Masséna aurait mis la main sur le dit manuscrit. Plus tard, le manuscrit reviendra à l'un de ses fils, le prince de Masséna. Il sera finalement acheté lors des ventes des biens du prince après sa mort. Il fait partie maintenant d'une grosse archive de la médiathèque de Troyes. Puis là, je vous entends. Vous vous demandez certainement comment se porte le livre aujourd'hui. J'imagine. En tout cas, moi je me le demandais, et soyez rassurés, il se porte bien. Comme on me l'a expliqué, les manuscrits dans son genre, peints ou enluminés, se conservent plutôt bien. Suffit qu'ils soient dans un environnement adapté, température et humidité contrôlée. J'étais curieux de savoir s'il était souvent manipulé ou s'il restait sous clé dans l'obscurité à longueur d'année. J'ai donc décidé d'embêter un peu le personnel de l'établissement, très sympathique d'ailleurs. On m'a expliqué que oui, le livre est régulièrement manipulé. Il n'est pas accessible au public, c'est pas n'importe qui peut le tripoter. C'est bien compréhensible. Par contre, on y accorde l'accès lors des demandes justifiées par des professionnels ou par des scientifiques mandatés par leur université. Sinon, il est manipulé à l'interne lors d'opérations de rangement et de dépoussiérage. Et puis, évidemment, le livre est présenté parfois dans des expositions, la dernière date de 2019. Finalement, le manuscrit ne doit pas se sentir trop seul. Il fait partie d'une collection de presque 4000 manuscrits de toutes sortes d'époques, dont la plupart est considérée comme précieux. Tout ça pour dire chapeau à la médiathèque de Troyes. Personnel très sympathique, qui prennent le temps de répondre aux questions de fatigants comme moi. Et puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Récemment, j'ai écrit aux archives du château de Chantilly, et puis, ils m'ont pas répondu. Ça doit être parce que j'étais un gueux, j'imagine. En tout cas. Bon, avant d'entrer dans le contenu écrit du manuscrit, parlons un peu de son contenu visuel. Évidemment, on a affaire à un manuscrit, donc il est écrit à la main. C'est un bel ouvrage d'une centaine de pages, dont plusieurs enluminures pleine page. On parle ici d'enluminure et non pas de gravure, évidemment. La différence est assez simple. La luminure, c'est une décoration, une illustration réalisée à la main pour embellir un manuscrit. Il y en a plusieurs types d'ailleurs. Les pleines pages, les insertions entre les paragraphes ou chapitres, les lettrines ou encore les lettrines historiées, full en vogue au Moyen Âge. Le monde tripait là-dessus, c'était foufou. L'enluminure, c'est un peu comme le papier peint de haut de mur des années 90. C'est un peu mort. À l'époque, c'est devenu démodé quand quelque chose de vraiment hot a été remis de l'avant, la gravure. Faut dire, c'était de shit. Ça permettait de répliquer un dessin sans effort. Et avec l'invention de l'imprimerie en 1450, la gravure devient le procédé idéal à l'illustration de la littérature. Évidemment, les enluminures sont encore utilisées dans le cas des manuscrits uniques, comme c'est le cas ici. La très grande trinosophie en contient de nombreuses qui sont pour le moins énigmatiques et parsemées d'écritures cryptées. En gros, on a 12 chapitres, chacun séparé par une illustration pleine page. Puis généralement, on a une illustration de début et de fin de chapitre. Dans l'ensemble, il y a une inspiration très gréco-romaine à tout ça. Autant dans les illustrations, par leur architecture puis par l'apparence des personnages, mais également dans le texte, par sa forme puis ses intrigues. Mais ça, on va y revenir. L'aspect le plus mystérieux de l'ouvrage, c'est sans nul doute à la fin, où on retrouve cette illustration pleine page. Et contrairement à ceux qu'on a rencontrés plus tôt dans le texte, qui représentaient des scènes allégoriques avec des personnages et qui étaient quand même vaguement expliquées ou décrites dans le texte, ici on tombe dans le total mystère. On n'a le droit à aucune mise en contexte.
En gros, c'est une série d'hiéroglyphes de forme géométrique formés par divers systèmes de chiffrement, dont certains qui me sont légèrement familiers. On retrouve entre autres des lettres cryptées des Templiers. Fait que dans le fond, au final, on nage dans l'inconnu. Puis dans le fond, c'est la meilleure manière de finir l'ouvrage, fidèle à son contenu énigmatique. Pour ceux qui aimeraient le parcourir, il est disponible en entier sur le portail de la médiathèque de Troyes, sous la cote MS 2400. Ça vaut le détour. Bon. Maintenant, intéressons-nous un peu à l'histoire. Tout comme à l'instar de la poule noire, c'est pas un simple grimoire de recettes alchimiques. C'est une histoire qui cache un enseignement. Genre. En gros, c'est l'histoire d'un dude qui effectue un voyage spirituel pour atteindre une ascension quelconque. Visiblement, il a été guidé par une personne ou par un groupe pour justement effectuer cette initiation qui va le mener à l'ascension. C'est du moins mon interprétation personnelle. Son voyage commence à Naples, en Italie, quand celui-ci entre dans une zone volcanique pour rejoindre un autel sacré. On parle du volcan Solfatara. C'est dans la zone des champs Flégréens, une région volcanique d'Italie. Fallait d'ailleurs que j'en parle pour que le volcan se réveille. Depuis août, il est devenu très actif, semant angoisse, mais également un vent de je m'en calisse au sein de la population locale, qui sont quand même à risque de vivre un Pompéi 2. En tout cas, c'est un endroit magnifique, bien connu pour être en constant mouvement. La région abrite d'ailleurs une ville engloutie, des feuilles fumantes et des jolis champs de pierres sulfuriques. Ça donne une petite idée. Pour ajouter à ce décor singulier, on y retrouve aussi des ruines antiques, dont l'impressionnante antre de Sibylle de Com. Pas certain de la prononciation, en tout cas. Mais bon, c'est un impressionnant tunnel trapézoïdal de 2,5 mètres de large par 5 de haut, sculpté à même la pierre volcanique, et le tout a plus de 131 mètres de long. C'est pas rien. Ça a été découvert en 1832. L'endroit a de quoi inspirer. On dit qu'il s'agirait de l'entrée des enfers de l'épopée de Virgile. Juste ça. Ce petit détail-là va avoir son importance plus tard, mais sur ce, assez papoté, et commençons avec un premier extrait. Il étoit nuit, la lune cachée par des nuages sombres ne jetait qu'une lueur incertaine sur les blocs de lave qui environnent la Solfatara. La tête couverte d'un voile de lin, tenant dans ma main le rameau d'or, j'avançais sans crainte vers le lieu où j'envoie reçu l'ordre de passer la nuit. Errant sur un sable brûlant, je le sentais à chaque instant s'affaisser sous mes pas. Les nuages s'amoncelaient sur ma tête, l'éclair sillonnait la nue et donnait une teinte sanglante aux flammes du volcan. Enfin, j'arrive, je trouve un autel de fer, j'y place le rameau d'or mystérieux. Je prononce les mots redoutables. À l'instant, la terre tremble sous mes pieds, le tonnerre éclate, les mugissements du Vésuve répondent à ses coups redoublés. Ses feux se joignent aux feux de la foudre, les chœurs des génies s'élèvent dans l'air et font répéter aux échos les louanges du Créateur. La branche consacrée que j'avais placée sur l'autel triangulaire s'enflamme. Tout à coup, une épaisse fumée m'environne. Et dans les profondeurs de la nuit, un gros chat idiot chiale comme un cave devant sa gamelle, sans aucune raison apparente, puisque celle-ci est pleine, et qu'il y a de l'eau à côté. Il est tout bonnement idiot. Ouais, il se crame le chat. Il faut l'excuser, son poil est aussi soyeux qu'il est idiot. Bon, on continue. La branche consacrée que j'avais placée sur l'autel triangulaire s'enflamme tout à coup. Une épaisse fumée m'environne. Je cesse de voir, plongé dans les ténèbres. Je crus descendre dans un abîme. J'ignore combien de temps je restai dans cette situation, mais en ouvrant les yeux, je cherchai vainement les objets qui m'entouraient quelque temps auparavant. L'autel du Vésuve, la campagne de Naples, avoua fuit loin de mes yeux. J'étois dans un vaste souterrain, seul, éloigné du monde entier. Près de moi était une robe longue, blanche, son tissu délié me sembla composé de fils de lin.
Sur une masse de granit était posée une lampe de cuivre. Au-dessus, une table noire chargée de caractères grecs m'indiquait la route que je devais suivre. Je pris la lampe et après avoir revêtu la robe, je m'engageai dans un chemin étroit dont les parois étaient revêtues de marbre noir. Il y avait 3000 de longueur. Mes pas retentissaient de manière effrayante sous ces voûtes silencieuses. Enfin, je trouvai une porte. Elle conduisait à des degrés. Je les descendis. Après avoir marché longtemps, je crus apercevoir une lumière errante. Devant moi, je cachai ma lampe. Je fixai mes yeux sur l'objet que j'entrevoyais. Il se dissipa, s'évanouit comme une ombre. Sans reproche sur le passé, sans crainte sur l'avenir, je continuai ma route. Elle devenait de plus en plus pénible. Toujours engagé dans des galeries composées de quartiers de pierre noire, je n'osai fixer le terme de mon voyage souterrain. Enfin, après une marche immense, j'arrivai à une place carrée. Une porte s'ouvrait au milieu de chacune de ses 4 faces, et elle était de couleurs différentes, et placée chacune à l'un des 4 points cardinaux. J'entrai par celle du septentrion. Elle était noire. Celle qui me faisait face était rouge. La porte de l'Orient était bleue. Celle qui lui était opposée était d'une blancheur éclatante. Au centre de cette salle était placée une masse carrée. Une étoile de cristal brillait sur son milieu. On voyait une peinture sur la face septentrionale. Elle représentait une femme nue jusqu'à la ceinture. Une draperie noire lui tombait sur les genoux. 2 bandes d'argent ornaient son vêtement. Dans sa main étoit une baguette. Elle la posait sur le front d'un homme placé vis-à-vis d'elle. Une table terminée par un seul pied était entre eux deux. Sur la table était une coupe et un fer de lance. Une flamme soudaine s'éleva de terre et sembla se diriger sur l'homme. Une inscription expliquait le sujet de cette peinture. Une autre m'indiquait les moyens que je devais employer pour sortir de cette salle. Je voulus me retirer après avoir considéré le tableau et l'étoile. J'allais entrer dans la porte rouge quand, tournant sur mes gonds, avec un bruit épouvantable, elle se referma devant moi. Je voulus tenter la même épreuve sur celle qui décoroit la couleur du ciel. Elle ne se ferma point, mais un bruit soudain me fit détourner la tête. Je vis l'étoile s'agiter. Elle se détache, roule et se plonge rapidement dans l'ouverture de la porte blanche. Je la suivis aussitôt. À ce moment-là de l'histoire, sa quête n'est pas particulièrement claire. Pas vraiment claire en général, de toute façon. Par contre, le rameau d'or nous donne quand même un petit indice. C'est généralement un symbole de pureté et de sagesse. La recherche de la pureté revient assez souvent dans l'histoire, donc c'est une bonne piste. Puis ça symbolise également la transformation et l'ascension. Notre personnage effectue effectivement un genre d'ascension spirituelle qui va l'amener vers l'immortalité. À noter que le rameau d'or, c'est aussi dans la mythologie grecque un objet qui permet d'entrer dans les zones interdites. Je refais un lien ici avec l'œuvre de Virgile et la fameuse antre de Sibylle. Dans Énéide, Énée demande à Sibylle de l'aider à descendre aux enfers pour aller voir son papa. Sibylle lui demande de trouver le fameux rameau d'or nécessaire pour la traversée des enfers. Je pense qu'il y a des liens à faire ici. Il y a clairement une inspiration évidente. Parce que tout comme Énée, le personnage va s'enfoncer dans les ténèbres pour ensuite se buter contre un fleuve souterrain qui va vraiment le faire chier. Énée va rencontrer Charon, tandis que l'héros va rencontrer un dude avec une couronne sur une barque, qui va se nailler pour le sauver. Bon, c'est sûr, c'est pas la même poésie que l'épopée de Virgile, mais ça se ressemble quand même un peu. Et c'est d'ailleurs pas le seul lien à faire avec la mythologie grecque. Un peu plus tard dans le texte, il y a l'extrait que voici. À peine j'avois quitté les marches du palais que j'aperçus voltiger devant moi un oiseau. Mais celui-ci avoit 2 ailes de papillon outre les siennes. Une voix sortant d'un nuage m'ordonna de le saisir et de l'attacher. Je m'élançai après lui. Il ne volait pas, mais il se servoit de ses ailes pour courir avec la plus grande rapidité. Je le poursuivis, il fuyait devant moi, et me fit plusieurs fois parcourir les plaines dans toute son étendue. Je le suivis sans m'arrêter. Enfin, après 9 jours de course,
je le contraignis d'entrer dans une tour que j'avais vue. Les murailles de cet édifice étaient en fer, 36 piliers de même métal les soutenaient. L'intérieur et toit de même matière, incrustés d'acier brillant. À peine l'oiseau fut-il entré qu'un froid glacial sembla s'emparer de lui. Il fit de fins efforts pour mouvoir ses ailes engourdies. Il s'agitoit encore, essayant de fuir, mais si faiblement que je l'atteignis avec la plus grande facilité. Je le saisis et lui passa un clou d'acier à travers les ailes. Ouais, ça c'est pas bien fin, là, mais c'est quand même assez similaire à un des travaux d'Hercule étant d'attraper la biche de Sérénie. Ça l'a pris plus d'1 an à Hercule à attraper la fameuse biche, tandis que notre personnage, lui, ça y a pris 9 jours à attraper son espèce d'oiseau. Ça doit être parce qu'il était plus en shape qu'Hercule. En tout cas, la biche, elle, s'est épuisée, tandis que l'oiseau, il a comme gelé. Mais sinon, la thématique est assez la même. Donc, dans le texte, on peut quand même assez facilement déceler les inspirations, mais c'est d'une exécution qui est beaucoup moins mémorable. Faut pas s'attendre à retrouver la finesse de la poésie de Virgile, du genre « Nul ne peut des enfers aborder le chemin, si l'arbre aux cheveux d'or ne décore pas sa main. » On retrouve plus des phrases simples avec des temps de verbe assez désagréables à lire. Ouais. Bref, au fil des chapitres, notre personnage a à accomplir certains travaux. Et puis, dans sa forme, j'ai trouvé que c'était pas sans rappeler les 12 travaux d'Hercule. Genre, bon, sauf que Hercule a dompté le taureau de Grétois, pendant que notre personnage, lui, il faut qu'il se lave pendant 3 jours. Mais bon, c'est pas sans danger d'être aussi fripé qu'un vieux raisin californien qui fait du jazz. C'est peut-être obscur, cette référence-là. Hey, le chat, est-ce qu'on la garde? Ok, je te fais confiance. Donc oui, dans le texte, on peut déceler certaines inspirations et il y a beaucoup d'allégories et de sens cachés. C'est quand même un ouvrage qui est agréable à parcourir. Puis les images, on a envie de les scruter pour essayer de découvrir les secrets qu'ils cachent. C'est vraiment le genre de texte qui donne envie de pousser la recherche un peu plus loin. Moi, entre autres, j'ai décidé de fouiller un peu la correspondance de Voltaire pour trouver des mentions au comte de Saint-Germain. J'en ai trouvé quelques-unes, mais rien qui méritait vraiment qu'on s'y attarde. Par contre, c'est toute une job, parce que, comme disait Madame de Pompadour, Voltaire y écrivait en tabarnak. Bon, c'est pas comme ça, mot pour mot, qu'elle le disait, mais quand même. Tout ça pour dire que c'est quand même une correspondance impressionnante. Plus de 15 000 lettres à peu près 1400 personnes. Si vous cherchez un passe-temps qui va vous occuper beaucoup de temps, je vous conseille de toutes les lire. Ça se fait à peu près en 13 volumes. Une coupe de soirée tout ou plus. Et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à aller voir la version vidéo de l'épisode qui est sur YouTube. Avec l'aide entre autres de l'intelligence artificielle, j'ai mis en image certaines parties du texte. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les images qui sont dans le texte.